Bonjour, je vais vous parler de la mission ExoMars avec le rover Rosalind Franklin que l'Agence spatiale européenne, avec la collaboration de la NASA, lancera en 2028. Le but de cette mission, c'est d'aller chercher des traces de vie, pas d'une vie présente sur Mars, mais d'une vie qui peut-être aurait pu exister il y a 4 milliards d'années, quand les conditions sur la surface de Mars étaient telles comme celles de la Terre quand la vie est apparue dans notre planète. Cette mission a comme but de chercher soit des traces de vie physiques, telles comme des stromatolites ou des laminations qui ont peut-être été préservées dans les records géologiques, ou des traces de vie chimiques. Et là, nous parlons des petits briques Lego, des cellules, des micro-organismes qui seront peut-être, s'ils ont existé sur Mars, différents de nôtres. Alors, nous allons faire une recherche à grand champ des molécules organiques pour les étudier. Cette mission Rosalind Franklin a 3 choses qui la distinguent par rapport à des autres missions, à des autres rovers qui ont allé sur Mars. La première, c'est on va forer en profondeur. Ça nous donnera accès à cette 3e dimension du planète, que c'est la profondeur. Et pourquoi c'est important de forer? Parce que Mars a une atmosphère très faible. La pression sur la surface de Mars est 6 millibars. Ça c'est plus ou moins comme 30 km d'altitude sur la Terre. La radiation cosmique, la radiation ionisante, pénètre dans l'atmosphère et pénètre même dans les sous-sols. Et c'est comme des balles de mitrailleuse qui gênent les molécules que nous aimerions bien pouvoir étudier. Il faut que nous pouvons avoir un bon accès à cette molécule et qu'elle soit dans un bon état de conservation. Pour ça, c'est très important d'aller en profondeur. Parce que si je prends une petite carotte à 1,5 mètre à 2 mètres de profondeur, je peux compter sur tous les matériels qu'il y a au-dessus. Ça fait un type de boucle contre la radiation. Les plus profondes qu'on a creusées sur Mars, c'est environ 15 cm. Et c'est là où il y a la dose maximale de radiation ionisante. Donc, en ayant plus en profondeur, nous avons une bonne opportunité de récupérer du matériel en bon état de conservation. Deuxième point, c'est la charge utile. Cette rover est équipée avec un mélange des instruments. Il y a des caméras sur les mastes, il y a des spectromètres, il y a même un radar capable de regarder dans les sous-sols avec une précision de 2 ou 3 cm. Ça nous donne une vision dans les sous-sols et ça nous aide à piloter les forages. Mais après, il y a un laboratoire analytique sur le rover. Dès qu'on prend un échantillon, nous sommes capables d'étudier sa composition, soit minéralogique, soit en termes de chimie organique. Il y a une très grande complication sur Mars, et c'est que à cause de la lumière ultraviolette qui arrive sur la planète, il n'y a pas d'ozone sur Mars. Donc la lumière à travers l'atmosphère, même dans la bande ultraviolette. Donc ça génère toute une bestiaire d'oxydants qui sont mélangés dans les sols, parmi lesquels il y a des perchlorates
que c'est une molécule relativement exotique qui existe dans notre planète, mais surtout sur les Andes, parce qu'il faut une présence de lumière ultraviolette et aussi une source de chlorine. Et ce sont des composants qui sont relativement inactifs, jusqu'au moment où nous les chauffons. Là, ils se dissocient et ils libèrent l'oxygène, et l'oxygène oxyde tout ce qu'il trouve. Et oxyde aussi les molécules organiques que nous aimerions bien pouvoir étudier. Ils sont mélangés partout sur Mars. La première mission que les a détectés était Phoenix en 2008, mais aussi le rover Curiosity de la NASA les a trouvés à Engel Crater. Pourquoi c'est important de cette histoire-là? Parce que jusqu'à maintenant, soit les missions Viking des années 70, soit Curiosity, soit Phoenix, toutes les missions ont essayé de faire l'extraction des molécules organiques en mettant un peu de matériel martien dans un petit four chauffant pour faire sortir les molécules organiques et les étudier avec un spectromètre de masse, par exemple. Mais le problème, c'est qu'en chauffant le matériel, nous activons le perchlorate et ça cause la destruction du matériel que nous aimerions bien pouvoir étudier. Alors, cette mission, pour la première fois, amène une nouvelle technique pour l'extraction des molécules organiques. Il s'agit d'un laser en ultraviolet capable de générer un train de pulses de très courte durée, et ça fait une extraction très vite, et l'injection d'énergie est tellement vite que les perchlorates n'ont pas le temps de se dissocier. Et donc, avec ça, nous pouvons faire une bonne extraction des molécules organiques et les étudier sans les endommager. Nous amenons aussi des petits fours parce que ça nous donne l'opportunité de faire des autres types d'analyses chimiques et de comparer avec les autres missions. Une autre chose très importante d'ExoMars, c'est que c'est la première mission qui est capable d'étudier avec 3 techniques différentes les mêmes grains minéraux. Donc, nous avons un spectromètre infrarouge capable de générer des images visuelles et infrarouges. Ça forme un hypercube spectral. Et après, il y a de l'intelligence artificielle dans le rover capable de, pour chaque pixel de cette image, analyser un spectromètre en 300 pas d'un infrarouge, décider quels grains minéraux sont les plus intéressants et faire bouger l'échantillon dans les instruments qui utilisent des lasers. Nous avons un spectromètre Raman aussi pour la minéralogie, et ce que je vous ai déjà décrit, c'est l'instrument MOMA avec les lasers en ultraviolet. Donc ça permet d'individuer les cibles plus intéressantes et faire une étude complète, soit dans la partie minéralogique que dans la partie chimie organique. Troisième point très important de cette mission, c'est les sites d'atterrissage. Ça sera le site d'atterrissage plus ancien étudié par une mission sur la surface de Mars, avec un âge de 4 milliards d'années. Oxia Planum, c'est une région où la minéralogie est dominée par la présence d'énormes surfaces d'argile. Il s'agit de couches relativement fines qui sûrement se sont développées avec la présence d'eau. Et dans la partie sud de l'ellipse d'atterrissage, il y a un delta. Et cette delta a été formée 100 millions d'ans
après les argiles. Alors, pour pouvoir former un delta, il faut un fleuve qui amène des sédiments. Ces sédiments arrivent dans un grand lac ou mer. Ils souffrent soudainement un freinage et tombent. Donc, pour former cette dépôt que nous voyons aujourd'hui de cette delta, il a fallu une présence d'eau avec une profondeur entre 10 et 100 mètres. C'est un site très intéressant parce qu'aujourd'hui, entre où Rosalind Franklin va atterrir et le pôle nord de Mars, il n'y a rien capable de fermer cette eau-là. Si les conditions il y a 4 milliards d'années étaient plus ou moins les mêmes qu'aujourd'hui, point de vue de orographie et distribution des masses dans la surface, c'est possible que le site d'atterrissage soit une région, la côte ou les bords d'un ancien lac ou très grand océan martien. Les 3 points, les forages, la charge utile nouvelle et les sites d'atterrissage très anciens, 300 millions d'années, plus anciens que les autres sites qui ont été étudiés jusqu'à maintenant sur Mars. Ça nous donne une très très bonne opportunité de peut-être faire une grande découverte concernant les conditions sur la surface de Mars il y a 4 milliards d'années et peut-être trouver des traces suggestives d'une possible présence de vie dans le passé.